vendredi 18 juillet. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre formule entre deux courses, partie 2, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, vous m'entendrez en compagnie de nos collaborateurs discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. Et on débute maintenant. Il est maintenant temps d'aller rejoindre nos collaborateurs. Il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve. Kevin Fontaine, comment ça va? Ça va super bien, Martin. Toujours un plaisir d'être avec toi et nos collaborateurs. Bien sûr, parlons-en de nos collaborateurs parce qu'il est Mhm. avec nous aussi. Il est le descripteur analyste des courses de Formule 1 à la GTCQ.TV. Il est aussi un pilote maintenant de division Pro Élite, je pense, quelque chose comme ça. En tout cas, il va me corriger si je me suis trompé. Et bien sûr, vous savez de qui je parle, c'est François Goulet. Comment ça va, François? Ben, je me sens un peu comme Kevin McAllister parce que ma famille m'a laissé tout seul à la maison, alors pour quelques jours, fait que je sais pas comment me sentir, mais regarde, maintenant que je suis bien entouré, là, je pense que je vais mieux filer un peu. As-tu laissé tes micro-machines sur le bord des fenêtres au cas où quelqu'un essaie de rentrer? En fait, oui, j'ai fait des pièges au cas où que Ok. quelqu'un voudrait rentrer pendant le podcast parce que je suis enfermé dans le sous-sol, j'ai mis de la boulamite dans les margelles, plein d'affaires. Ah, t'es organisé. Fait que, est-ce qu'il y avait un camion de plomberie qui tournait autour de chez vous dans l'après-midi? Parce que normalement, c'est mauvais signe, là. Ça veut dire que c'est... comment ils s'appelaient déjà? Les voleurs? Comment ils Les s'appelaient? casseurs Les flotteurs. casseurs. Je savais que tu allais le savoir, ça, ces choses-là. Ouais, c'est un camion ben, je te dirais pas la compagnie, mais oui, Tu te rappelles du nom de la compagnie? Non, 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 mais il non, t'en Ah, celui-là reste qui ok. un tourne dans tuyau. mon quartier. Ouais, Ah, parce ok, que je veux ok, pas ok. faire de mauvaise publicité Ah, ou ok, ben ok. non semer le doute. Je pensais que tu te rappelais le nom de la compagnie des casseurs flotteurs. Je me disais, il y a un Ah problème. non, Il y non. a un sérieux problème. OK. Bon, ben, avec nous aujourd'hui, ce n'est pas Jean-Christophe Tran qui est en train de faire des essais à Mont-Tremblant. On va partir des rumeurs pour Cadillac, mais on va partir les rumeurs. On va les laisser comme ça. Ouais. Jean-Christophe Tran fait des essais à Mont-Tremblant pour Cadillac. Il va peut-être tomber, détrôner Sergio Perez. Non, mais vous le connaissez déjà si vous avez écouté l'épisode sur Jacques Villeneuve, un spécial qu'on a fait dans le cadre du Grand Prix du Canada. Il est l'auteur du livre Villeneuve-Schumacher 1997, le duel qui a marqué une époque. Simon Bachand, re-bienvenue au F1 Podcast. Bonjour les gars, merci de l'invitation, c'est un honneur. Super content de t'avoir avec nous autres. J'ai tellement eu de bons commentaires sur l'épisode que tu as fait. Il y a une chose, par exemple, tu n'as pas besoin de t'emmener un gallon d'eau parce qu'aujourd'hui, tu vas parler un peu moins. Tu vas Ouais, parler un pas peu de moins que la trouble. dernière fois. La dernière fois, on t'a donné le terrain parce que t'étais le spécialiste pour nous raconter l'histoire de Jacques Villeneuve. Mais là, on va parler de plein d'autres sujets avec toi. Mais je suis bien content que tu aies accepté l'invitation pour être avec nous parce que tu as plein de belles choses à raconter. Tu commandes souvent sur la page du F1 Podcast, puis on échange. Nous autres, quand on se parle, il faut qu'on se claire 2, 3 heures parce que sinon, tu vas arriver en retard à l'école pour aller chercher ta fille ou ces choses-là. On a cette maladie-là de s'enfarger puis de jaser d'F1. Je me rappelle la dernière fois qu'on a parlé, on jasait de Jacques Villeneuve, puis on a fini qu'on était rendu sur Mark Webber puis ces choses-là. Fait que ça part un peu partout quand on jase. Mais on aime ça. Mais pas de trouble, je vais être plus conscrit. Non, non, mais c'était pas une reproche, hein. C'était vraiment une Moi reproche. aussi. Je te dis juste qu'aujourd'hui, c'est sûr que on va te laisser la parole, mais un petit peu moins que la dernière fois, parce que on a plein de sujets à traiter. Mais avant qu'on se lance là-dedans, je voulais rappeler aux auditeurs que le F1 Podcast est une présentation de Descœurs Incorporés, des spécialistes dans le domaine de la conception d'escaliers, mais aussi dans la vente de matériel, que ce soit pour en embellir une ou en rendre une plus sécuritaire. Les experts avec qui faire affaire, eh bien, c'est Descœurs Incorporés. Ils vont vous offrir de Laval à Tremblant un service humain et sur mesure. Et parlant d'experts, ben, les experts dans le monde des haies, c'est bien sûr, c'est Labellet. Ils sont les vrais dans ce domaine-là. Il faut faire affaire avec eux, que ce soit pour couper les arbres, tondre les haies, rendre une cour plus sécuritaire ou en embellir une. Eh bien, les experts de Labellet ont plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine-là. Si vous voulez avoir les coordonnées de ces deux entreprises, les partenaires du F1 Podcast, juste à m'envoyer un petit message, ça va me faire plaisir de vous acheminer les bonnes coordonnées pour parler avec les bonnes personnes. Avant qu'on traite des sujets d'actualité, ben, il y a quelque chose qui fait partie de l'actualité. C'est un épisode du vendredi. On est techniquement les gens qui nous écoutent nous écoutent le vendredi 18 ou peut-être après 19. Mais au moment où on enregistre, ça fait 10 ans aujourd'hui, un malheureux anniversaire, c'est-à-dire on avait perdu Gilles Bianchi. C'est sûr qu'il y avait eu un accident qui était
avant ça, mais finalement, après ça, des causes de cet accident-là, finalement, il est décédé à l'hôpital. Un 17 juillet, c'est le numéro 17. Ce numéro-là est retiré à tout jamais. En tout cas, on l'espère qu'il n'y a personne qui va changer ça. À tout jamais dans le monde de la Formule 1. C'était le parrain spirituel de Charles Leclerc. Pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, eh bien, Charles Leclerc, à un moment donné, quand son père avait des ennuis de santé, des problèmes financiers, sa carrière pour devenir un pilote, bien, il commençait à manquer des ressources. Ça prend énormément d'argent. Et puis, c'est Jules Bianchi qui avait été voir son agent à lui, le fils de Jean Todt, Nicolas Todt, pour le convaincre, quasiment le supplier de prendre Charles aussi et de l'aider avec son financement. Puis aujourd'hui, eh bien, quelques années plus tard de tout ça, eh bien, Charles Leclerc est le plus grand client de Nicolas Todt. Donc, non seulement Jules Bianchi a donné une carrière ou a aidé Charles Leclerc à avoir une carrière, mais aussi aidé Nicolas Todt à percer aussi, d'avoir des talents en Formule 1 comme celui de Charles. Je veux pas qu'on s'étire trop là-dessus. Je sais que c'est un moment malheureux pour vous, que ça vous a marqué aussi, puis toutes ces choses-là, mais je voulais quand même le souligner parce que je pense que ça fait. C'est plate parce qu'il a payé de sa vie, mais maintenant on a on a une Formule 1 beaucoup plus sécuritaire, on a un sport beaucoup plus sécuritaire. Je vais toucher du bois en le disant, je ne veux pas jinxer personne, mais depuis ce temps-là, Dieu merci, on en a plus de décès en F1. On a passé très très près avec Romain Grosjean il y a quelques années. C'est probablement là qu'on a passé le plus près. Ben, c'est ça, je peux faire un petit tour vite vite. François, tu te rappelles peut-être de cet événement-là. C'est illogique quand on pense à ça d'apporter ces monstres mécaniques-là en piste, puis Jules Bianchi qui avait rentré là-dedans. Là. Maintenant, Dieu merci, on le fait plus. C'est un peu niaiseux qu'on est obligé de se rendre là pour être capable de prendre ces décisions-là. Mais au moins, on ne revoit pas ça. Puis on a maintenant la voiture de sécurité virtuelle, puis toutes ces choses-là, tous ces dispositifs-là qui ont été ajoutés au sport. Ouais, parce que je trouve le plus triste, surtout dans cet accident-là, c'est que ça aurait pu facilement être évité. Hein, C'est ça. donc, puis, en tout cas, en gros, ça l'a amené, comme tu dis, une Formule 1 plus sécuritaire. Ça nous a quand même privé d'un pilote qui était vraiment en ascension, qui faisait une différence pour les écuries dans lesquelles il était. Il y avait déjà un contrat chez Sauber qui s'en venait. Donc, c'est juste vraiment dramatique. C'était un beau, bon pilote, bel avenir devant lui. Mais, tu sais, on dirait que Charles Leclerc a comme repris le flambeau où Jules Bianchi l'a laissé. Puis pour ceux qui ne connaissent pas Jules Bianchi, je vous encourage à peut-être regarder là, des documentaires sur lui, là, ça vaut la peine. Ton côté, Kevin, Jules Bianchi, si tu avais peut-être une phrase, un peu comme François vient de faire pour le décrire, est-ce que, tu sais, je sais que tu étais quand même t'étais pas si jeune que ça, mais t'étais quand même, c'est quand même il y a 10 ans. Tu l'as connu, là, mais qu'est-ce que tu aurais pour décrire Jules Bianchi? Euh, talentueux, mais incroyablement malchanceux vu les circonstances. Ouais. C'est peu dire. Il a réussi à récolter les points à Monaco. Je me souviens encore Mhm. au Grand Prix de Monaco pour l'écurie Manor. Écoute, c'est incroyable là, tant qu'il a réussi à faire cet exploit-là. Un pilote qui avait un brillant avenir devant lui, mais malheureusement, les circonstances en ont décidé autrement, malheureusement. Moi, de mon côté, Jules, on l'a vu beaucoup aujourd'hui, c'est son sourire. C'est un gars Mm. je trouve Oui. qu'il me fait penser à Charles Leclerc dans son sourire. Il y a une belle façon, ben, il y avait une belle façon, Jules Bianchi. Ton côté, Simon, je sais que c'est des années que tu les connais très très bien, tous les années de Formule 1 et tout ça. Fait que c'est sûr que pour toi, je veux pas dire que je veux pas te vieillir, là. On fera pas de l'âgisme ici, là. François, il aime bien ça quand je dis ça. Mais je sais que t'en as vu des pilotes perdre la vie là, au cours de ta passion pour la Formule 1. Dieu merci, ça a été le dernier Jules Bianchi pour l'instant. Je touche encore du bois toutes les fois, je le dis. Je suis superstitieux. Mais pour toi, ça représente quoi, toute cette histoire-là? Ah, comme vous l'avez dit, c'est incroyablement triste. Puis c'est sûr que pour quelqu'un qui a commencé à écouter la Formule 1 dans les années 80 puis qui a suivi dans les années 90, des fois, j'ai tendance à croire, tu sais, qu'on est très, très, très prudent, drapeau jaune, voiture de sécurité virtuelle, parce qu'à l'autre bout du bac, il y a une voiture qui peut-être, tu sais. Mais c'est Mhm. ça qui est arrivé à Jules Bianchi, tu sais, on n'avait pas appris la leçon. Alors, c'est sûr qu'il y a des situations comme celle-là, je me rappelle toujours de Bianchi puis l'accident, un accident stupide, là, tu sais, on va le Mm. dire, qui aurait dû être évité. Puis on se dit, ben, quel gâchis dans le fond, une vie perdue une, pour rien, là, pratiquement. Là. Alors que la course était sous drapeau jaune, sous la pluie, au Japon, si je me souviens bien. Un Mhm. typhon, hein, c'est ça. Oui, C'était exactement. Puis je me rappelle aussi, parce qu'il y a toujours le débat, est-ce qu'on a assez de voitures en Formule 1, tu sais? Puis à l'époque, il y en avait 26, puis il y a eu ces trois écuries-là qui ne sont pas restées longtemps. Et il y a peu de pilotes qui ont percé. Tu sais, Ricardo a commencé dans une de ces écuries-là. Puis ben, Bianchi aurait pu aller plus loin, effectivement. Est-ce qu'il aurait été jusqu'à aller chez Ferrari, on ne le sait pas, mais j'aurais aimé ça avoir l'opportunité de décider par moi-même s'il en valait la peine ou non, ou de tout le moins laisser les jeunes Ferrari
juger de son talent. On n'a pas eu cette chance-là, malheureusement. Ouais, en tout cas, c'est ça. C'est plate, on peut pas le ramener, puis on peut pas rien faire de ça. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il a laissé un bel héritage à la Formule 1, c'est-à-dire que on a une F1 plus sécuritaire, puis on a des pilotes qui risquent toujours leur vie, mais j'ose croire que, comme on dit, des accidents stupides, parce que si jamais on avait perdu Romain Grosjean, Dieu merci, c'est pas arrivé, on n'aurait peut-être pas pu dire que c'était un accident stupide. C'est des circonstances vraiment, là, ça aurait été quasiment la tempête parfaite. Mais normalement, on essaie de penser plus loin que le bout de notre nez, puis de faire attention justement que des choses complètement illogiques comme ça n'arrivent pas, puis de prioriser la sécurité des pilotes, mais aussi la sécurité de tout le monde qui entoure un Grand Prix de Formule 1. Que ce soit les signaleurs comme notre cher ami collaborateur Pascal Loyer-Durand, qui me disait pas plus tard qu'il y a quelques semaines, il disait, des fois, on veut y aller chercher la voiture, mais c'est tellement long avant d'avoir l'autorisation. Puis dans ma tête, je me disais, je comprends que vous voulez y aller, mais je trouve ça le fun qu'on prenne le temps de s'assurer, puis qu'on perde peut-être 2 tours d'épreuve à un Grand Prix, même si on est anxieux que ça reparte, mais qu'au moins, on s'assure de pas envoyer, de pas mettre personne en danger. Au bout de la ligne, là, on aime bien ça, la Formule 1, on est tous des passionnés, mais c'est un bout de métal qu'on vous donne à la fin. C'est pas, il y a rien de plus simple que ça, là. C'est peut-être du Lego aussi, hein, Martin? Ouais. Ouais. Oui, faut que je m'ajuste, hein. À Silverstone, on a donné Ouais. un beau trophée en Lego. T'as bien raison de le souligner, François. Bon, ben, je suis content qu'on l'ait fait. Je veux dire, les gens, je sais que c'est vendredi, mais je pense qu'il n'y a personne qui va nous en vouloir. Faites semblant que c'est le 17, mais c'est pour ça qu'il n'y a plus de numéro 17 en Formule 1 et Charles Leclerc porte le 16. Aujourd'hui, dans l'actualité, ben, il y a plein de choses, des sujets qui reviennent souvent. On fait des mises à jour, des sujets qu'on est tanné de parler, François et moi, Kevin, la même chose, on se le dit souvent, mais faut le faire. Mais j'ai décidé de brouiller les cartes un peu aujourd'hui. D'habitude, on fait le d'accord, pas d'accord à la fin. J'ai décidé de commencer avec ça. Puis vers la fin de l'épisode, on ira dans des sujets d'actualité, dans le fond, le mercato, qu'est-ce qui se passe, un peu des mises à jour sur les pilotes, le marché des pilotes, toutes ces choses-là. On ira vers la fin de l'épisode. On va commencer avec d'autres sujets qui font partie aussi de l'actualité, mais qui sont un peu différents. Vous allez comprendre, eh bien, vous répondez par d'accord, pas d'accord, puis bien sûr, vous avez le droit de vous expliquer après ça pourquoi vous dites vous prenez cette position-là. Au fait, dans le fond, c'est que hier soir, c'était les galas ESPYs. Je ne sais pas si vous avez consacré plusieurs heures à écouter ça. Les galas, les trophées, les Oscars, les Grammy, toutes ces choses-là, c'est des affaires qui sont longs, interminables, remplis de malaise normalement par les gens qui animent ça. Je n'ai déjà écouté des ESPYs qui sont pas pires, mais des fois on voit des athlètes qui n'ont pas le goût pantoute d'être là. Là, il y en a qui se sont tout simplement pas présentés. Mais ce qui a retenu notre attention ici au F1 Podcast, c'est que chaque année, on fait une nomination le meilleur pilote. C'est ce qu'on dit. On dit qui est le meilleur pilote. En nomination cette année, on avait Max Verstappen, quadruple champion du monde, Alex Palou, triple champion de IndyCar, Joey Logano, triple champion Sprint Cup. C'est comme ça qu'on dit ça, François? C'est juste la NASCAR Cup maintenant. Elle n'est plus commanditée par Sprint, mais c'est toujours le nom du commanditaire, mais là, il n'y en a plus. Fait que c'est la Cup. C'est la Cup. Ça va faire 10 ans que c'est plus Sprint. Faudrait ben la plus grosse compétition de NASCAR. C'est ça. On va me mettre à jour. Là. On va arrêter de dire Sprint. Ben, c'est ça. Joey Logano, puis qui a reçu le titre? Eh bien, on l'a donné à Max Verstappen. J'ai bien nommé Oscar Piastri, hein? Oui, Oscar Piastri. Je ne sais pas si tu l'as nommé, mais. Il était en nomination. C'est le seul autre pilote de F1 qui était en nomination. Ma question avec vous, qu'on ait donné le trophée à Max Verstappen. D'accord, pas d'accord? Je commence avec toi, Kevin. Moi, je vais peut-être faire le débat, mais je ne suis pas d'accord. Je vais le donner à Alex Palou, de mon propre avis, parce que c'est un plateau assez relevé en IndyCar et je trouve que Palou domine très franchement cette saison-là avec panache. Il est vraiment dominant. Là. Il n'y a pas d'autre mot, François. Même Simon, si vous avez suivi, même toi, Martin, si vous avez suivi ça, vous allez voir, Palou gère d'une main de maître les courses d'IndyCar. Donc, pour moi, à titre personnel, Alex Palou. Surtout que Alex Palou a gagné les Indy 500 cette année. Exact, je ne sais pas si ça a influencé le vote, si le vote avait été fait avant. Peut-être que ça aurait pu être une belle façon de lui donner puis tout ça. De ton côté, François Goulet, je suis content d'en parler avec toi, content d'en parler avec tout le monde, mais je sais que tu consacres beaucoup de temps à la course automobile, à plusieurs séries. Tu regardes l'IndyCar, tu regardes aussi le NASCAR, on échange constamment vers ça. Je me doute un peu que tu vas nous sortir un nom ben, 3 noms plutôt, là. Tu vas nous en sortir 3 que, d'après moi, selon toi, il aurait mérité une nomination, mais on va commencer par le début. Est-ce que tu es d'accord avec le choix, parmi les candidats, les nominés, que Max Verstappen soit élu le meilleur pilote?
Ben, je vais aller un peu dans le sens à Kevin qu'Alex Palou mérite amplement ce titre-là, mais tu sais, Verstappen n'est pas un pilote qu'il ne mérite pas. Puis je veux ouvrir Mm. quand même la parenthèse, c'est que les SPs, ça arrive maintenant. On est en plein milieu d'une saison, F1 Ouais. ou Indy. Est-ce que c'est les SPs de l'année dernière ou c'est Mm. l'année courante en ce moment? Parce que je veux savoir sur quoi ils se basent Ouais, pour ben, donner ce prix-là. je vais te dire, c'est qu'en ce moment, aux États-Unis, vous l'avez sûrement remarqué à la télévision, c'est vraiment une saison morte dans le monde du sport. La course OK. automobile, non, là, la course Non. automobile bat son plein, là. Mais lorsqu'on regarde, c'est le basketball, c'est terminé, le hockey, Mhm. c'est terminé, il y a encore du baseball, mais le football n'est pas commencé encore. Fait que je te dirais que c'est pour la dernière saison, c'est plus pour 2024 qu'on a donné. Malheureusement, la Mhm. course automobile est mal positionnée là-dedans, Ouais. puisque on est comme entre deux saisons, mais c'est sûr qu'on peut pas satisfaire tout le monde parce qu'il y a toujours tu sais, des saisons d'F1 sont tellement longues, les saisons de NASCAR, d'Indy, toutes ces choses-là. Fait que par ma propre interprétation, je dirais que Max Verstappen est le pilote, le meilleur pilote 2024. Mais moi, c'est mon Ouais. Bon. interprétation à moi, mais je pense pas qu'on ait vraiment précisé ça, là. C'est ça. Ben, à cet égard-là, puis c'est de même que je l'ai pris, à ce moment-là, je pense que Max Verstappen mérite ce titre-là parce qu'il n'y a pas eu il y a pas eu une saison aussi facile peut-être que les précédentes l'année dernière, là, même si il a quand même gagné là, un peu plus facilement versus Lando Norris. Le problème que j'ai avec les SP, c'est que j'ai remarqué toutes les années, ce sont toujours les mêmes catégories de pilotes qui sortent. Donc, on ne va pas chercher de pilotes, exemple en endurance, en rallye ou choses Mhm. comme ça. C'est toujours NASCAR, Formule 1, qui est la seule série internationale, on va dire, Indy, puis le drag, le NHRA, là, NHRA. Donc, Ouais. c'est les seules places où on va puiser des pilotes, alors que il y a d'autres pilotes qui seraient très bons pour être nominés. Tu sais, tu sais que je vais parler de Shane Van Gisbergen, mais Ouais. il n'a pas nécessairement le championnat ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que c'est un pilote qui pourrait être dans la discussion comme étant un pilote méritant parce il a battu certains records, il a gagné sa première course de Cup, il a fait quelque chose d'extraordinaire en fin de semaine passée. Tu sais, c'est de décider c'est quoi le meilleur pilote en sport motorisé, mais c'est sport motorisé et nord-américain en ce moment. Ils vont pas chercher ailleurs. Fait que je suis un peu surpris qu'il soit biaisé comme ça là, dans les choix. C'est sûr, je veux pas 10 choix, mais il y a 3, 4 choix. On pourrait peut-être en mettre 6 puis aller puiser un peu là, dans des séries ailleurs, là. Mais Max Verstappen, c'est son troisième titre consécutif en passant. Un peu de variété, ça ferait pas de tort. Mais pour finir là-dessus, Palou, puis je suis d'accord avec Kevin, Palou en ce moment domine le IndyCar et pas mal certain qu'il va gagner ce prix-là l'année prochaine. Puis, pas mal certain qu'il va probablement être un quadruple champion à la fin de la saison aussi. Ah oui, il y a C'est ça? 129 points d'avance en ce moment, si je ne me trompe pas, sur notre ami Pato Howard, qu'on aime beaucoup ici au F1 Oui. Podcast. Donc, il reste 4 courses. Donc, c'est quand même c'est plus que deux victoires et demie en termes de points. Là. Fait qu'il faudrait vraiment qu'il l'échappe pour ne pas gagner ce championnat-là. De ton côté, Simon? Moi, j'ai toujours eu un problème avec les SPs parce que je trouve que c'est un gars. Ben, premièrement, c'est un gala qui est fait pour les Américains. Là, tu sais, c'est le gala d'ESPN. Ouais. Donc, c'est sûr que ça va être américano-centrique. Donc, en ce sens-là, ça m'étonne quand même qu'on ait choisi Verstappen encore pour la troisième année de suite. Ça démontre que la F1 est rendue le sport automobile, d'après moi, le plus populaire aux États-Unis. Je pense que c'est le cas. Puis, je suis d'accord, moi, à ce qu'on ait choisi Verstappen parce que je pense que c'est pour l'année 2024-2025, donc depuis juillet de l'année passée. Et si on prend toute cette année-là, euh, Verstappen est encore le meilleur pilote du monde. Je pense que le meilleur pilote du monde, c'est le meilleur pilote de Formule 1 parce que c'est la série la plus élitiste au monde, la plus difficile d'accès. Puis celui qui est en haut, ben, à mon avis, il arrivera en kart, puis des bonnes chances de gagner. Il arriverait dans les autres séries, il aurait des bonnes chances de gagner. D'ailleurs, le Verstappen l'a démontré récemment, là, vous en avez parlé. Ouais. Ben oui. Euh, alors, je pense que c'est tout à fait légitime qu'il l'emporte. J'ai peut-être un peu de misère à ce qu'on ait choisi Piastri plutôt que Norris. C'est Ah tout le ah, ça, je suis sujet à content. débat. Oui, 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 je suis content Ouais. que tu dises ça. Mais les SPs, j'ai toujours trouvé que c'était un gars-là qui est centré sur ce qui s'est passé. Là, prends ce qui s'est passé entre février puis juillet. Puis c'est sûr que tu as tes gagnants là-dedans. Là. Tu sais, jamais on a nommé la meilleure équipe, je pense, l'équipe qui a gagné la Série mondiale de baseball. En tout cas, je m'en souviens pas. Je n'ai pas suivi ça assidûment, là, je me trompe peut-être. Mais c'est toujours le champion de la NBA ou le champion du Super Bowl qui gagne le Best Team. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes.
Puis des fois, on y va aussi avec du sensationnalisme. Là. Le meilleur joueur de hockey, on a nommé Alexander Ovechkin. Là. Si j'ai bien, je me suis pas trompé. Je veux pas rentrer dans un podcast de hockey, sauf que je pense pas qu'Alexander Ovechkin est le meilleur joueur de hockey présentement sur la planète. Sauf qu'il a battu le record de Wayne Gretzky, Ouais. donc on y a donné. Mais petite statistique, j'ai fouillé là-dessus. J'ai pas nécessairement c'est quoi les critères. Sauf que si je prends en considération de 17e à premier, Max Verstappen au Brésil, pour moi, c'est dur de ne pas lui donner le trophée parce que c'était probablement la performance de l'année. Je sais que tu vas me dire qu'il y en a eu d'autres, François, dernièrement, là, des performances assez impressionnantes. Mais si on prend ça en critère, moi, je vais du côté de Simon. Donc, on n'aura pas, on sera pas capable de rien trancher aujourd'hui. Là, ça va finir 2-2. Là, parce que moi aussi, je suis d'accord avec le fait de Max Verstappen. Je souligne aussi quand même que je pense pas que, tu sais, François l'a dit, Kevin aussi, c'est pas une aberration qu'on a choisi Verstappen. Là. C'est pas, on Ah n'a non, pas, Non, c'est c'est ça. ça, on n'a pas il n'est pas dit. scotché. Bon, oui, exactement. On n'a pas Ben, ce dit. sont tous des candidats valables, là, je veux dire. Mm. Puis, comme Kevin l'a mentionné, le plateau est tellement élevé en IndyCar, c'est incroyable. Fait que Palou se démarque autant, c'est quelque chose. Logano, C'est bizarre, ça, oui, ouais. ouais, Ouais. Logano, oui, OK, c'est bien beau qu'il remporte le championnat, mais il n'a a pas eu tant de victoires. C'est sûr que c'est démarqué lors de la chase. Là, ça, c'est les séries éliminatoires, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement le NASCAR. C'est un format assez unique, mais le plateau aussi est extrêmement relevé en NASCAR. C'est juste que la façon de gagner le championnat est pas tout à fait pareille. C'est pas tant la constance, c'est plus, oui, la constance est là, mais c'est de saisir l'opportunité au moment des séries éliminatoires. Le Gano a su le faire. C'est un très bon pilote, hein? Mais en NASCAR, j'aurais pu en nommer 10, 15, 20, voire des pilotes qui auraient pu être nominés. Puis ça aurait passé, là. Est-ce que. François, juste à mentionner aussi en Supercars, je sais que je suis beaucoup le Supercars, mais Ouais, ouais. Brock Feeney Mhm. connaît une super saison en Supercars. C'est un très bon candidat qui aurait pu être énuméré aussi, mais encore là, on est à l'autre bout de la planète. C'est une série qu'on suit moins, mais c'est Mm. quand même tout un pilote aussi, un jeune pilote assez talentueux aussi. C'est Il y a ça, un. ben, de voir ces pilotes-là sortir du supercar, comme, mettons, Scott McLaughlin allant à Indy puis Mhm. faire des résultats Ouais. incroyables, Mhm. Shane Van Gisbergen, bon, en Mhm. NASCAR, etc. Puis Mhm. ces gars-là font aussi les 24 heures de Daytona. Donc, tu sais, tout l'ensemble de l'œuvre, là, tu sais, fait que oui, aller puiser des pilotes ailleurs, là, moi, je pense que ça serait un peu la solution pour rendre un peu de crédibilité à ce prix-là. Je veux faire du chemin un peu sur le point que Simon a apporté, le fait qu'Oscar Piastri est là et Ouais, qu'on n'a pas pris Lando Norris. Moi aussi, j'ai été surpris parce ouais. que si on dit que le critère, c'était 2024, Ben ouais. Oscar Piastri n'a pas d'affaire là. Tu sais, puis je veux pas, là, prenez pas ça mal. Oscar Piastri, c'est tout un pilote. Là. Tant Ouais, qu'à ouais. moi, il y a même des gens qui m'ont dit comment ça, il n'a pas gagné. Juste le fait d'être en Hum, nomination à son âge, avec, Mm. encore là, rien de méchamment, avec le si peu d'accomplissement qu'il a fait dans sa jeune carrière présentement, même s'il y a un début de carrière d'élite, là, euh, c'est déjà une victoire pour moi d'être nominé. Pour lui, là, s'il Mhm. pensait le remporter en plus, je trouve que ça aurait été une aberration de choisir Oscar Piastri. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, il ne sera pas, ce sera pas lui qu'on nommera, mais c'est vrai que même si Lando Norris a fait des erreurs, il en fait encore, sauf que c'est quand même lui qui a disputé. Si on veut prendre deux pilotes de Formule 1, c'est quand même lui Mhm. qui s'est rendu jusqu'à la fin contre Max Verstappen. Je voudrais ça rapidement. Les gagnants, là, la première fois qu'on a donné un titre, c'est en 1993. OK? Je ne sais pas Ouais. si vous l'avez vu, la statistique, mais savez-vous qui l'avait gagné en 93? Moi, je le sais. Fait que tu vas Il- Nigel t'abstenir de Mansell. voter. Ouais. Ben, ouais. Simon, est-ce que tu as répondu? Je ne le sais pas, mais je vais guesser Nigel Mansell. Tu l'as, ouais. Kevin, Ouais. aurais-tu été pour Nigel Mansell, toi aussi? En 93, juillet 93, oui, probablement. En plus, il venait de transférer en IndyCar, puis il a Mhm. gagné le championnat cette année-là, donc c'est tout à fait Ouais. mérité. Il Il a l'a gagné. gagné 2 années de suite. Exactement, il a gagné après ça. Il connaît ses SPs, Simon puis Pas tant, François. mais ça passe. Après On ça, connaît Nigel. ouais, Al Unser Jr. avait Ouais. gagné par la suite. Après Ouais. ça, Jeff Gordon. Après, Jacques Gordon. Villeneuve était nominé à l'année que Jeff Gordon a gagné, là. Ouais, on l'avait pas. Ouais. Après ça, Jimmy Vassar. Ensuite, Ouais. Jeff Gordon une deuxième fois. Jeff Gordon une troisième fois. Ensuite, Dale Jarrett. Ensuite, après ça, Bobby La Bonté. Il y en a plusieurs là, qui ont gagné. Michael Schumacher. Fait Ouais. on a quand même. Jimmy Tu sais, Vassar, ça aurait été sujet à débat, là, mais c'est bon. ben, c'est Ouais. ça. Ça dépend toujours qui vote. Après ça, Tony Ouais. Stewart. Ensuite, Dale Earnhardt Jr.
Michael Schumacher pour une deuxième fois, Tony Stewart pour une deuxième fois, ensuite Jeff Gordon pour une quatrième fois, Jimmy Johnson, Ouais. Jimmy Johnson une deuxième fois, Jimmy Johnson une troisième fois, Jimmy Johnson une quatrième fois, Ouais, Tony ouais. Stewart une troisième fois. C'est quand même, tu sais, le point de Simon tantôt qui disait, on le donne à la Formule 1 des fois, mais qu'on l'ait donné 3 années de suite à un Ouais. pilote de Formule 1, je pense qu'il était pas loin de la vérité de dire ça représente bien l'impact que la F1 a Ouais. maintenant. Même si tu le disais, là, François, c'est bien américanisé ce type Ouais. de trophée-là. Quand même, on ouvre la porte à le donner à un Irlandais 3 fois. Même Lewis Hamilton, là, malgré tout ce qu'il accomplissait, il l'a eu seulement 2 fois, à moins que je me trompe. Là. Fait que c'est quand même. Ouais, il l'a eu 2 fois, Hamilton. Je te dirais, un de ceux que j'ai vu, là, je trouve qu'il méritait bien au moment où il l'a gagné, c'est Martin Truex Jr., un pilote de NASCAR, là, qui. Oui, il est là dans la liste, Ouais. c'est ça. Oui, Ouais. ben justement, juste après l'année de Lewis Hamilton. Ouais. Lewis Hamilton, j'imagine qu'on y avait donné, là, on avait comme pas le choix, là. Tu sais, à un moment donné, il a Ben là, à battu un le moment record. donné, Il ouais. a égalisé le record de Michael, puis tout ça. Tu sais, mais Kyle Busch, Lewis Hamilton. Fait que c'est Ouais. ça. Fait que, Des bons pilotes, là, quand même. oui, exactement. Quand tu regardes ça, c'est des gars qui ont. Tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours sujet à discussion puis de revoir dans les années Ah, qui aurait dû vraiment le gagner puis toutes ces choses-là. Mais il quand même. faudrait faire beaucoup de statistiques pour vraiment là, déterminer. Puis, en tout Ouais, cas, puis malheureusement, le temps nous manque pour le faire, mais je ouais. voulais quand même adresser la situation avec vous parce que je trouvais ça intéressant. Mhm. Autre sujet que j'ai pour vous aujourd'hui, Martin Brundle, quelqu'un que j'aime beaucoup, ses Ouais. commentaires. Je suis pas toujours d'accord avec lui, mais ça fait partie de la réalité aujourd'hui. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord avec quelqu'un. Je trouve ça malheureux parce que des fois, ça se perd un peu dans la société. Ah, je suis pas d'accord avec lui, je l'aime pas. Non, moi, je trouve ça le fun d'entendre des opinions contraires. Puis la preuve, il a soulevé un point que je suis pas d'accord pas en tout avec lui, mais je voulais vérifier de votre côté, je voulais prendre le pouls. Martin Brundle a souligné dans le cas de Christian Horner, qui a bien sûr perdu son emploi, si vous n'étiez pas pris dans une grotte avec 3 roches par-dessus la tête, vous le savez. Ce qui est arrivé avec Martin Brundle, ben, il a mentionné que la plus grosse erreur de Christian Horner dans ses 20 années à la barre de Red Bull, c'est d'avoir tout misé sur Max Verstappen. Je suis pas d'accord, pas en tout avec ça, parce que je me dis, le gars a eu 4 titres des pilotes qu'il a ramené à Red Bull, puis il a ramené 2 titres constructeurs. Comment tu peux dire, avec tout ce qu'il a ramené, que ça a été sa pire erreur de tout miser sur lui? Tout miser sur un pilote qui t'a rien donné finalement, tu pourrais dire, ah, c'est là que c'est planté. Mais le gars il est allé chercher les bouts de métal que je parlais tantôt. Il les a ramenés à la Ouais. maison, ces morceaux-là. Mais je vais commencer avec toi, Simon. Est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord avec la phrase de Martin Brundle comme quoi Christian Horner, c'est sa pire erreur d'avoir tout misé sur Max? C'est peut-être pas la pire erreur, mais ça fait certainement partie de l'équation. Puis je trouve que c'est. Moi, je pense que Horner a été congédié en grande partie parce qu'on craint ce qui s'en vient. Puis ce qui s'en vient, c'est une Red Bull potentiellement sans Max Verstappen. Puis là, les gens regardent et vont se dire on n'aura plus rien. Ça va être un champ dévasté. Donc, en ce sens-là, oui, je suis d'accord avec Martin Brundle parce que quand on regarde ce que font les autres, honnêtement, c'est insoutenable. Puis, par contre, je pense qu'aussi l'idée d'avoir décidé de se lancer dans l'aventure de construire son propre moteur, entre guillemets, là, pour l'année prochaine, là, même si Ford est impliqué, j'ai bien l'impression qu'on n'aime pas du tout ce qu'on voit jusqu'à maintenant, puis que ça fait partie de l'équation aussi, pourquoi on a décidé de changer maintenant de directeur d'écurie. Ouais, c'est un peu trop audacieux. Moi, j'admire ce qu'on fait du côté de Red Bull, puis je vais vous dire, là, ça prend des boulettes là, pour décider de commencer à devenir une écurie d'usine. Là. Mais quand même, vraiment, vraiment, Christian Horner. Pour moi, comme je l'ai dit encore, miser sur Max Verstappen, il y a eu les trophées. Puis, présentement, là, si on était capable de lui donner une voiture même pas égale à la McLaren, mais juste compétitive, il serait probablement en train d'en gagner un cinquième. Fait que Sûrement. c'est ça. Fait que je pense pas. C'est sûr que ça dépend. Si le but des actionnaires de Red Bull, c'est de ramener des championnats constructeurs, ben là, à ce moment-là, oui, Christian Horner a fait une erreur. Mais Max Verstappen, c'est pas complètement exclu qu'il serait pas capable présentement, avec une bonne voiture, d'accumuler. Il est quand même dans la course, puis il n'y a pas la voiture présentement. De ton côté, Kevin, est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord avec ce que Martin Brundle a dit? Coup-ci, coup-ça, je te dirais, je suis d'accord avec toi, C'est pas d'un Martin, choix de que réponse, ça. c'est ça, ben, on va l'ajouter. Mais non, non, mais pour dire que, en fait, Brundle a un bon point en voulant dire que c'est surtout par rapport aussi, je trouve, au deuxième pilote Red Bull qui est nulle part, qu'on mette Perez, qu'on mette Lawson, qu'on mette Tsunoda, ça marche pas. Ça marche pas tout simplement. Et là, il fallait miser sur un pilote, il fallait miser sur Verstappen. Et pourquoi on met sur Verstappen? Parce que Max Verstappen ramène des points, ramène des victoires, ramène le plus de points possible. Donc, c'est ton cheval
de bataille principale. C'est ta pièce maîtresse. Tu sais qu'avec lui, tu vas avoir les résultats. Donc, oui, dans un certain sens, Brundle, je suis d'accord avec lui, mais dans un sens, non, parce qu'il fallait miser sur un pilote et on sait qu'est-ce que Verstappen peut te donner. Donc, c'est pour ça que je te dis, je suis un petit peu partagé là-dessus, là, à ce sujet-là. On va prendre Coussi Coussa pour cette On va fois-là. prendre coup ça. OK. Parfait. De ton côté, François, est-ce que tu veux dire Coussi Coussa? Choix de réponse maintenant ajouté par Kevin Fontaine. Ouais, ben c'est dur d'être noir ou blanc hein, avec ça, Ouais. mais tu sais, Attention, rentre pas dans ces affaires-là, tu vas nous mettre dans le trouble. ouais, Parle pas des couleurs, là. Non, mais les fameuses zones grises, c'est juste que, tu sais, quand ça va pas bien, c'est Verstappen vraiment qui fait la différence, là, comme vous avez dit. Puis, euh, c'est sûr que miser seulement sur lui, c'est risqué. À quelque part parce qu'on voit qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, s'ils perdent Verstappen, ben, ça va leur coûter très cher. Comme Simon l'a dit, ça va être je sais pas, Ça un brûle. paysage post-apocalyptique. Donc, mais tu sais, j'ai bien de la misère avec ce sujet-là dans la mesure où ce que c'est pas la seule erreur peut-être qu'il a fait. Puis moi, je pense pas que c'est une erreur de miser sur Max Verstappen, mais peut-être juste de tout mettre ses billes dans lui, peut-être que c'en est une, parce que là, après ça, il n'y a pas de plan B. Non, il n'y a pas de plan B. Puis c'est ça. Puis on est une écurie qui développe beaucoup de pilotes, sauf on réussit pas à les garder. Puis c'est ça, on a eu comme un gros Mm. vide, là. Je trouve que Helmut Marko, là, autant que je l'aime beaucoup, je le défends souvent, même s'il est dur à défendre des fois, là, il est très Mhm. polarisant. Mais quand même, il faut lui donner ça. Il a emmené beaucoup de pilotes. Sauf que il y a un tort qui revient à lui parce qu'il y a vraiment eu un vide là, dans ce qu'on était capable d'apporter. On Mais, n'avait pas mais il y a un petit moment où on n'avait pas nécessairement de relève, puis encore là, on cherche un peu à travers tout ça. Puis ça, je pense que ça a causé des ennuis. On est obligé d'aller à l'externe, prendre un gars comme Sergio Perez qui a livré les résultats Mhm. au début, mais qu'après ça s'est comme délaissé. Mais si on avait été capable de trouver. Puis tu sais, je me dis, ça peut sembler facile, mais Max Verstappen a un style particulier. Pourquoi qu'on n'a pas, depuis quelques années, commencé à faire des recherches pour trouver quelqu'un qui a un style semblable à ça? J'ai une question, par exemple, parce Oui. que quand Brundle évoque ça, tu sais, puis ça m'a un peu pris de surprise que tu nous parles de ça, parce que je me dis, sur quoi il se base pour dire ça? Puis est-ce que C'est ça ça. remonte au moment où ce que ils ont misé sur Max Verstappen au moment où Daniel Ricciardo a comme saisi le fait que, ah mon Dieu, c'est Verstappen leur pilote. Et à cause de ça, ça a fait en sorte que Hmm. Ricciardo a quitté le bateau. Puis c'est à partir de ce moment-là où ça a commencé à mal aller un peu pour le deuxième pilote Red Bull. Est-ce qu'on remonte jusque-là? Et c'est ça que, exemple, Brundle veut dire dans son affirmation. Là, à ce moment-là, ben, c'est sûr que tu sais, s'aliéner un deuxième pilote, la trempe de Ricardo, et peut-être avoir joué un peu plus politically correct, si on veut, avec les deux pilotes, au lieu de tout miser sur Verstappen à l'époque, puis de montrer un peu que Ricardo se tasse lui-même par association comme ça. C'est peut-être là aussi que Brundle est allé chercher cette idée-là, parce que ça remonte à loin, là. c'est Ouais. peut-être le mot erreur qui est pas le bon, parce qu'en quelque Ouais. part, Horner, tu sais, c'était une fatalité. Tu as Verstappen, justement, après le départ de Ricardo, tu dis, il est tellement bon, je peux pas ne pas miser sur ce pilote-là. Mhm. J'ai pas le choix. C'est lui l'avenir. On le voit que c'est un champion d'avenir. Un jour, il va battre Lewis Hamilton. Tout le monde le disait. Alors, j'ai Ouais. pas le choix de miser là-dessus. Puis, il n'y a aucun deuxième pilote que j'ai emmené. Puis, j'ai essayé Gasly, qui est quand même bon. On le sait aujourd'hui que c'est un Mhm. excellent pilote. Après ça, je n'ai essayé d'autres, puis ça fonctionne jamais. Alors, tu sais, t'es comme coincé que tu te dis, ben, j'ai pas le choix là, de tout mettre sur Verstappen, puis je vais vivre ou mourir avec lui. C'est juste qu'à un moment donné, on est arrivé à la phase de la vie de Red Bull ou du projet ou de l'alliance Verstappen-Red Bull, où là, finalement, l'écurie embarque dans une vraie négative, puis on ne sait pas comment s'en sortir. Alors, peut-être qu'on devrait dire comme, c'est une erreur, non, mais c'est une fatalité, puis il est tombé, là, Horner. Ouais. Faut se rappeler aussi le modèle d'affaires à cette époque-là. Parce qu'à cette époque-là, on court après Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. On n'a pas un modèle, une organisation où on a deux pilotes compétitifs de la trempe d'Oscar Piastri et Lando Norris. Là, c'est que Mhm. le modèle a un peu changé en F1. Il y a des écuries qui sont retournées à vouloir deux pilotes. Mais au moment, l'homme à battre, c'était Lewis Hamilton. Donc, tu n'avais pas nécessairement besoin d'avoir un deuxième pilote aussi compétitif. Mercedes, on dira ce qu'on voudra, on misait sur Lewis Hamilton. Ouais. On avait Ben choisi, oui. identifié que c'était le cheval de bataille, avec raison. Donc, Red Bull a fait un peu le même modèle de dire ça m'en prend un pour battre Lewis et je mets mes billes ou mes œufs dans le panier Max Verstappen. Moi, pour moi, comme me l'explique de toutes sortes de façons, je verrai jamais ça comme une erreur, mais je comprends quand même le point que
que François apporte si on transpose ça du côté de laisser partir Daniel Ricciardo ou de ne pas avoir sécurisé les services de Daniel Ricciardo. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'en date d'aujourd'hui, on peut identifier comme peut-être que c'est là que ça aurait cassé là, Mais on voulait pour. le garder. Hein. Tu sais, je pense que c'est important de le Mm. souligner qu'on voulait le garder, Ricardo. C'est lui qui a décidé de Ouais. partir, avoir une écurie qui était centrée autour de lui. Alors, il a C'est fait ce ça. qu'il devait faire, puis ça n'a pas fonctionné. Exactement. Une autre question que j'ai pour vous. Ferrari a expliqué que depuis quelques courses, Lewis Hamilton a commencé à prendre des réglages de Charles Leclerc. On a vu des performances quand même, on a quand même noté une amélioration depuis ce temps-là. Au début, quand Lewis est arrivé, il voulait s'adapter à la voiture, mais voulait la mettre un peu à sa main, faire ses propres réglages. Finalement, les résultats n'étaient pas vraiment là. Finalement, on l'a convaincu ou il a réalisé par lui-même qu'il devrait changer un peu ce qu'il fait pour être capable d'avoir des meilleurs réglages, essayer de trouver plus de performance dans la voiture, tout ça. Ce qui me pousse à vous demander, si on regarde ce qui se passait chez Mercedes, plus souvent qu'autrement, George Russell prenait des réglages, Lewis Hamilton faisait autre chose. Finalement, Russell avait des résultats, Lewis n'en avait pas. Est-ce que vous êtes d'accord à dire que malgré que ça fait 4 ans qu'on est à l'effet de sol, puis que Lewis Hamilton, c'est un septuple champion du monde, il n'a encore aucune espèce d'idée comment régler une voiture à effet de sol? Je commence avec toi, Kevin. Ça ressemble à ça. Il y a des pilotes qui s'adaptent mieux à certaines générations de voitures que d'autres. Moi, je prends un autre exemple bien connu. Daniel Ricciardo a eu toute la misère du monde à s'adapter à cette réglementation-là en 2022. Ça a été catastrophique pour lui. Puis je trouve qu'Hamilton, c'est sensiblement pareil. Par contre, venant d'un septuple champion du monde, je te dirais que c'est quand même assez étonnant parce que c'est un pilote d'expérience. Il en a connu des Formule 1, Lewis Hamilton. Donc, se baser sur les réglages de Charles Leclerc, je trouve que c'est peut-être pas nécessairement un aveu de faiblesse, mais c'est pour dire que moi, de mon côté, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'avec mon coéquipier, la façon dont il règle sa voiture, ça va mieux aller? Donc, si ça peut l'aider comme dire l'expression, se booster une confiance, oui, parfait, OK, mais là, après ça, il va falloir que les résultats arrivent. Il va falloir qu'il performe, il va falloir qu'il batte Leclerc. Donc, c'est un petit peu étonnant, je te dirais, Martin, mais si après ça, ça fonctionne, puis on voit un Lewis Hamilton à son meilleur niveau, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu étonnant. Ton côté, François, t'en penses quoi? T'es d'accord ou pas d'accord que Lewis Hamilton n'a aucune espèce d'idée quoi faire pour avoir une voiture compétitive à l'effet de sol? Ben, peut-être pas aucune espèce d'idée, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de difficultés. Du moins, il y a une corrélation entre ce que tu dis et les résultats. Donc, c'est peut-être justement un essai à savoir, il y a rien à perdre le rendu là. Puis Leclerc a, tu sais, s'il y a un meilleur rendu technique par rapport aux ingénieurs sur le ressenti d'une voiture à effet de sol, eh bien, pourquoi pas justement déléguer à Charles Leclerc, hein, c'est la preuve d'un bon gestionnaire pour Lewis Hamilton. Délègue à ton jeune coéquipier, jeune loup, le travail de trouver les meilleurs réglages pour une voiture. Puis, comme Kevin l'a dit, si ça porte fruit, ben chapeau. Là, je veux dire, faut être humble. Puis, je me rappelle, nous autres, en simulation, des fois, on faisait différents réglages. Il y en a qui n'ont pas le même réglage. Puis, je conduisais la voiture des réglages d'un tel qui lui faisait de très bon temps. Moi, je n'étais pas capable de la conduire. Et un autre arrivait avec des réglages différents, changer quelque chose. Et là, j'étais capable de performer avec. Donc, écoute, faut se rendre à l'évidence. Leclerc performe un peu mieux, puis Hamilton, ben, s'il est assez humble pour dire qu'il va prendre ces réglages-là, puis il va faire de quoi avec ça, ben, je pense que c'est une bonne idée, mais ouais, Hamilton semble avoir de la difficulté. Puis c'est justement très curieux de la part d'un pilote d'expérience comme ça, avec autant de championnats, autant de courses derrière la cravate, de ne pas être capable. Mais c'est un autre type de conduite, un autre type de technologie, on va dire, là. Les voitures à effet de sol, donc voilà, ça pointe dans cette direction-là, Ça je donne trouve. des voitures qui sont très nerveuses en entrée de virage. Ouais, ouais. Vraisemblablement, c'est quelque chose que lui aime pas. Ton côté, Simon, t'en penses quoi de tout ça? Je pense qu'il fait la bonne affaire, là, mais d'un côté, ça m'étonne un peu parce que je trouvais que récemment, j'avais l'impression que ça s'améliorait pour le Lewis Hamilton, puis qu'il était, tu sais, c'était peut-être lent, là, mais il était quand même sur la bonne direction, dans le bon chemin. Mais bon, il semble qu'il veut accélérer plus rapidement, puis on peut le comprendre. Donc, je pense qu'il fait bien. Et honnêtement, j'applaudis parce que des fois, les pilotes de Formule 1, surtout quand tu as été plusieurs fois champion du monde, et quand des écuries ont bâti autour de toi pendant des années, tu sais, ça prend un coup à l'ego pour dire, ah ben, le petit jeune qui est avec moi, finalement, je vais m'inspirer de lui pour mes réglages au lieu de juste dire, j'ai gagné tout le temps, puis ça va être my way or the highway. Alors, bravo à Lewis pour ça.
Ça serait gênant, par contre, pour Leclerc si Lewis Hamilton commençait à le devancer régulièrement à partir de maintenant, après qu'il ait dit ça. Ça me surprendrait, par contre, que ça arrive. Mais est-ce que on fonctionne pas un peu à l'envers? Il arrivait chez Ferrari, c'est une ambiance qu'il connaît pas nécessairement. Charles, ça fait longtemps qu'il est là. Tout le temps qu'il a pris à apprivoiser la voiture, à essayer de comprendre, ça n'aurait pas été plus simple de débuter en disant je vais prendre les réglages à Charles, puis après ça, je vais commencer à les mettre un peu à ma main une fois que je vais retrouver une certaine zone de confort. Je trouve pas que ça aurait pu être Ben, peut-être plus logique de le faire comme ça? plus logique, mais la saison de Ferrari a dérouté à partir de la disqualification en Chine. Ouais, Et à partir de ce moment-là, je pense qu'ils sont perdus puis ils se lancent dans toutes les directions. Puis d'ailleurs, on était supposé d'avoir une mise à jour, si on veut, un upgrade en Grande-Bretagne. Les résultats étaient là, mais c'était pas aussi bien que ce qu'on aurait voulu. Donc, ça m'étonne. Mais non, je pense que là, chez Ferrari, ce serait bien de repartir à zéro et de dire, OK, on vise une bonne fin de saison puis on pense à l'année prochaine. exact. Puis là, on a travaillé là, justement pour les gens qui sont pas au courant. On avait justement un article cette semaine sur la page de Oui. F1 Podcast qui expliquait comme quoi que c'est des trajectoires techniques, comme quoi que Mhm. on a apporté une nouvelle suspension, qu'on travaille dans une journée de médias. Là, on a le droit de faire ça. C'est sûr qu'il y a des restrictions et toutes ces choses-là. C'est quelque chose qu'on pourrait peut-être élaborer un peu ensemble, François, dans notre prochain épisode du Mhm. Entre-deux courses. Ben, votre guide Le plutôt. guide, ouais. Ouais, pour le Grand Prix de Belgique. On expliquera tout ça, cette évolution-là, puis comment ça fonctionne un peu ces journées de test-là. Mais on continue d'apporter des améliorations. Ça, c'est positif parce que il y a beaucoup de personnes qui disaient d'ici Silverstone, on devrait commencer à arrêter d'apporter puis commencer à se tourner plus vers 2026. C'est quand même déjà la mi-saison en F1, déjà 12 courses de fait. Est-ce que ça va aider Lewis Hamilton aussi? On dit que Lewis aide à développer la voiture de 2026. Mon autre question avec ça, puis je vais recommencer avec Kevin. Si Lewis Hamilton ne comprend pas trop l'effet de sol ou a de la misère à la maîtriser, est-ce qu'on se trompe pas un peu? Est-ce qu'on se tire pas un peu dans le pied de consulter pour développer une voiture à effet de sol en 2026, même si, oui, il y a des nouvelles réglementations, des choses qui changent, mais de ton côté, tu trouves pas que c'est un peu un risque qu'on prend, puis on devrait peut-être un peu plus écouter Charles? C'est un risque, effectivement. C'est juste que on s'entend que c'est un pilote avec une aura quand même assez grande. C'est un pilote qui a beaucoup d'expérience. Puis on veut que ça fonctionne avec Oui. Ferrari et Lewis Hamilton. On veut que ça se développe et qu'on ait enfin un premier titre qui traîne depuis tellement longtemps. Donc, on se dit peut-être qu'à un moment donné, ça va débloquer. Mais est-ce que, comme on s'en était parlé déjà, Martin, est-ce que Ferrari a fait le bon choix en allant chercher Lewis Hamilton par rapport à Carlos Sainz, admettons? Mhm. Puis là, les gens vont dire, ah ben Carlos ne fait pas beaucoup mieux chez Williams. Ouais, Ah, mais ben là, on l'a sorti de ses Ouais. souliers aussi, puis on il n'y a l'a pas la envoyé. même monture, là. C'est ça, exactement. Exactement, c'est ça. François, il a exactement compris où je voulais en venir. Fait que c'est pas, je trouve pas que c'est une bonne comparaison. On aurait peut-être le statu quo, des fois. Les changements, c'est pas toujours bon, hein. C'est ça. C'est pour ça que j'ai un peu sauté là-dessus quand j'ai lu ça cette semaine. Je me dis, OK, d'un côté, Lewis est obligé de prendre les réglages à Charles parce qu'il comprend pas comment ça fonctionne, mais en même temps, dans la même discussion, on entend que, mais Lewis travaille à développer la voiture 2026. Je dis, OK, bon. Il me semble si Charles a les bons réglages ou si c'est Charles qui trouve les bonnes façons de faire fonctionner une voiture, ça veut pas dire qu'on le consulte pas, là. Ça veut pas dire qu'il n'est pas dans Ouais. des meetings, tout ça, mais je me dis, peut-être on devrait se fier plus à lui. François, tu réagis, fait que j'imagine que toi aussi tu trouves dans ce sens-là, peut-être la question est bonne ou c'est Oui, ça? oui, ben, Ouais. tu sais, avec ce qu'on sait là, puis si c'est bien, si c'est bel et bien le cas, qu'Hamilton a des difficultés avec le réglage de voiture à effet de sol, se fier à lui pour le développement, ben, c'est sûr qu'il faut se fier à lui pour le développement, mais est-ce que c'est développement global? Peut-être qu'il y a certains aspects justement du développement dans lequel il est quand même très bon, là. Mhm. On parle pas juste, mettons, de l'aérodynamique, donc euh, à cet égard-là, peut-être qu'il amène justement son grain de sel sur ce qui est capable ou sur ce qu'il maîtrise mieux et que pour le rendu aérodynamique, on va peut-être plus se fier à Charles Leclerc, là. Ouais, Il c'est ne ça. faut jamais oublier aussi qu'il y a des relations publiques là-dedans, là. Si la Ouais, Oui. question c'était est-ce que vous consultez Lewis Hamilton pour la voiture de l'année prochaine, tu peux pas non. répondre non, là. Ah non, tu peux pas faire ça, tu vas Ça être paraît mal. crucifié. Tu vas être crucifié sur la place publique. Tu dis, non, non, il Très connaît. bon point Ouais, là-dessus. c'est vrai. Le gars, il répond, non, il connaît rien Non. là-dedans, lui. Il sera pas chez Ferrari longtemps, c'est ça. Ah non, Ouais, et puis excellent point. la presse britannique va l'avoir avant même qu'il ait fini sa phrase, là. Fait que c'est sûr que, en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant à voir pour l'année prochaine.
comme tu dis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est juste pour des relations publiques? On va le savoir. Louis va nous le dire à un moment donné. Si ça fonctionne pas à son goût l'année prochaine, il va sûrement se déresponsabiliser de tout ça. Si ça fonctionne bien, j'imagine que Louis va aller devant tout le monde puis dire, ben oui, j'ai aidé à concevoir cette voiture, c'est pour ça qu'on a du succès. Un peu ce qu'il fait avec le possible retour de la Formule 1 en Afrique. Là, quand ça va bien, on est sur le bord de débloquer. Il dit, ah, c'est grâce à moi qu'on y va. Puis quand il y a rien qui se passe, ça tourne en rond, on l'entend pas. On l'entend pas Ouais. là-dessus. Donc, c'est quelque chose à surveiller, mais c'est un dossier qui est fort intéressant. La meilleure chose qu'on peut voir, c'est de regarder ce qui va se passer du côté de Spa-Francorchamps si on décide d'apporter cette fameuse suspension-là, de voir qu'est-ce que ça va nous donner. C'est le problème écoute, j'ai l'impression qu'on l'a répété puis répété, François, dans nos épisodes du vendredi ensemble. Ce qu'on veut faire chez Ferrari, c'est apporter la voiture près du sol. C'est pour ça que ça s'appelle l'effet de sol. C'est la meilleure façon qu'on peut soutirer des bonnes performances. Ce qu'on avait eu au début de la saison ou dans la saison morte ne s'est pas traduit en piste, c'est traduit plutôt en disqualification. C'est ce qu'évoquait Simon il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques minutes. Donc, c'est pour ça que depuis ce temps-là, tout est bouleversé, la simulation, le CFD, tout ça. Donc, on essaie de tout recalibrer ça et de retourner dans le bon sens et de commencer à construire. La nouvelle suspension est supposée nous permettre justement d'avoir une voiture moins capricieuse et être capable justement d'avoir une plus grande fenêtre d'exploitation. Tout le monde cherche ça. Malheureusement, à part la McLaren, j'ai pas l'impression que beaucoup de voitures présentement sur la grille de départ qui a une grande fenêtre d'exploitation. Je pense que c'est peut-être l'effet pervers de l'effet de sol qui fait que c'est très, très mince ce qu'on peut faire avec la voiture. Tu as un champ, un endroit là, où ça fonctionne bien. Il faut que tu frappes le bullseye à chaque fin de semaine, sinon tu es un peu nulle part. Puis présentement, c'est ce qu'on voit. Mis à part, j'exclus McLaren pour l'instant. Du côté de Il Ferrari. y a peut-être Racing Bull, hein, qui apparemment qui a comme un spectre Oui, qui est la moins voiture. pointu. Oui, tu as raison. Puis c'était quelque chose qu'on avait vu dès le début de la saison, que la voiture, dans les essais libres, on disait, ça me semble une belle voiture à développer Mhm. dessus. Ça me semble une Ouais. voiture qu'il y a une belle fenêtre d'exploitation, justement, qu'on peut. Tu fais bien de la porter parce que c'est vrai que la Racing Bulls, puis c'est peut-être ça, justement, que. Je vais faire un parallèle avec le hockey. J'aime pas ça les faire, mais j'en fais souvent, parce que c'est quand même notre sport national ici. On dit souvent, des fois, le club école d'une équipe de hockey qui joue pas le même style que ton équipe en haut, ça marche pas. Mm. Si tu arrives, tu essaies de former tes jeunes, de les intégrer dans ta formation, mais ils doivent apprendre un nouveau style de jeu, des nouveaux concepts, des nouveaux. Je trouve que Racing Bulls, c'est un peu ça qu'on devrait faire. On devrait essayer de développer une voiture, même si on peut pas se parler techniquement. Je vais sortir les Ouais. guillemets à la François Goulet. On peut pas se parler, mais on devrait essayer de trouver une façon de créer une voiture qui ressemble un peu ou qui est une sorte de version de la Red Bull, puisque c'est quelque chose qu'on avait dit dans les dernières saisons, qu'on essaierait de faire ça pour vraiment avoir une Ouais. équipe de développement puis préparer les pilotes. Moi, je trouve que ça semble être un échec parce que c'est ce que Lawson semble un peu troublé. Il arrive dans une voiture qui a une grande fenêtre d'exploitation, plus grande que les autres. Arrive dans la Red Bull, ça fonctionne pas. Yuki Tsunoda le dit, ben avant, je faisais un peu n'importe quoi, puis j'étais capable que ça fonctionne. Maintenant, il y a une façon, sinon ça marche pas. Fait que c'est bon, c'est un bon point que tu apportes, François. T'es pas là pour rien, François. Hein? T'es pas là Merci, pour rien. merci. C'est ça que je me dis. Mais en tout cas, t'es d'accord avec ça de ton côté, Simon et Kevin? Je vais commencer avec Simon. Que la Racing Bull, c'est peut-être l'autre voiture sur le peloton qui a une belle fenêtre là, pour développer des performances sur un week-end. Oui, et explication de ça, c'est je pense qu'il y a quelques saisons, la Racing Bull, où elle ne s'appelait pas Racing Bull à l'époque, AlphaTauri. Tu sais, on était derrière, puis on était à la traîne, puis on n'aimait pas ça être les derniers. Fait que je pense qu'on a décidé de. On amène des petits jeunes, ils arrivent de F2 la plupart du temps. Donc, faut leur faciliter la tâche le temps qu'ils s'habituent à être en F1. Par contre, là, on paye le prix quand ils passent chez Red Bull. Exactement. Ton côté, Kevin, même chose? Oui, je te dirais aussi, Martin, que du côté de Racing Bulls, on a une bonne voiture, comme François dit, on a une bonne base. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive pas à saisir les opportunités quand elles se présentent à nous autres. Puis Mhm. c'est ça que, ben, là, parfois ça fonctionne, mais globalement, on a des bons essais. On peut réussir à sortir des bons temps en qualification, mais quand on arrive en course, la stratégie foire. Et c'est là qu'on ne réussit pas à aller chercher le plus de points possible. Puis c'est pour ça qu'on finit toujours un petit peu plus bas dans le classement des constructeurs et tout. Mais sinon, on a du monde très compétent là, chez Racing Bulls. Là. Notamment, c'est Jody Eggington qui était le concepteur de cette Racing Bulls, de cette VCARB 02, qui n'est pas n'importe qui. C'est un gars qui est là depuis longtemps et qui connaît ça. Puis on peut mentionner aussi qu'il y avait Alan Perman aussi, là, qui est maintenant rendu dans un autre rôle. Mais Alan Perman,
excusez l'expression, c'est un vieux de la vieille, là. Il y en a vu là, des Formule 1. Fait que c'est un monsieur d'expérience. Fait qu'on n'a pas, on n'a pas des débutants, c'est du monde qui connaissent leur affaire. Fait que on a une bonne base. On a une Euh, bonne base chez Tu Racing Bull. tu fais bien de le dire, Perman, qui est maintenant directeur de l'écurie. Mais pourquoi que justement, s'il est si bon que ça pour faire des voitures, pourquoi qu'on le laisse dans le club école? Je me dis, si Ça, ouais. s'il y a une renommée, tu sais, je me dis, si Kevin Fontaine, présentement, puis rien, c'est rien de méchant contre toi, là, mais je me dis, si toi, tu le vois, son potentiel, puis tu te dis, ce gars-là, il est bon, il est capable de faire des bonnes voitures, pourquoi que chez Red Bull, je sais qu'on avait Adrian Newey il n'y a pas si longtemps que ça, mais je me dis, il est parti. C'est un club école, pas juste pour les pilotes, ça devrait être un club école aussi pour les cerveaux, l'ingénierie, et toutes ces choses-là. Là, le fait que Laurent Mekies est rendu en haut, ben là, peut-être que lui va faire sa liste d'épicerie, puis dire, moi, ce gars-là, ça me le prend. Euh, Pierre Vacher, je dis pas que ça fait pas, parce que je pense que Pierre Vacher, quand même, c'est pas un niaiseux, là. Mais je veux dire, d'emmener peut-être d'autres consultants, d'avoir, tu sais, l'effet tunnel, là, penser juste d'une façon, des fois, c'est pas la meilleure façon. Puis, pour avoir déjà discuté avec des gens de l'écurie Red Bull, normalement, c'est comme ça qu'on travaillait. On travaillait pas en effet tunnel. On travaillait avec des grandes centres de discussion. C'est comme ça qu'on ouvrait des discussions. Et Jin Newey a fait sa marque de commerce comme ça, de regarder un peu ce que les autres apportent, puis de regarder avec un petit air, puis faire comme ça. OK, oui. Pourquoi tu as fait ça comme ça? Ah oui, OK. Prendre une petite note dans son cahier, puis après ça, mettre son grain de sel à tout ça, puis après ça, transformer quelque chose. Fait que c'est peut-être ça qui s'est perdu un peu du côté de Red Bull. C'est sûr qu'on n'est pas là, on ne sait pas ce qui se passe, mais quand même, c'est quelque chose à voir les promotions là, dans les prochaines semaines ou peut-être même dans la prochaine année, voir qui Laurent Mekies va vouloir apporter de son côté. On arrive dans notre deuxième partie de l'épisode que j'annonçais en début. C'est le temps de parler du mercato. Le monde qui ne sait pas c'est quoi le mercato, mais c'est un mot italien qui veut dire marché. Ou en québécois, on peut dire le magasinage. Ouais. C'est... Donc, c'est la période de l'année, déjà 12 Grands Prix de passé. En passant, les gens me demandent quand est-ce que vous allez faire votre épisode de mi-saison. C'est vrai qu'on est à la mi-saison, mais malheureusement, on va avec les contraintes de la Formule 1. On décide de faire la grosse pause d'été après 14 Grands Prix. Donc, les gens qui attendent notre bilan à mi-saison, où ce qu'on remet des bulletins et tout ça, là, que Kevin met ses petites lunettes sur le bout de son nez puis se transforme en professeur, là, faut l'appeler Monsieur Fontaine. Mais c'est ça, à ce moment-là, ben, c'est ce moment-là de l'année, ben, c'est après la 14e manche, lorsqu'on va avoir cette grande pause-là. On va en profiter pour donner les bulletins, puis même aller fouiller un peu en Formule 2. Là. Kevin nous prépare ça. Donc, pour les gens qui se posaient la question, c'est ça qui arrive. Mais là, présentement, c'est le mercato, le marché, le magasinage. Et là, le dossier qui revient toujours, c'est Mercedes. Mercedes ou même Max Verstappen, tout attend après lui. L'année dernière, on avait 14 volants disponibles, 14 pilotes qui finissaient leur contrat. C'est pas cette situation-là cette année. On en a qu'un gros poisson là, à aller pêcher, c'est George Russell. George Russell attend et tout ça. J'ai continué de réfléchir sur tout ça, parce que ce que Christian Horner a dit avant de partir, de dire ah moi je pense que c'est juste en 2027 que le risque pour Verstappen, pourquoi il ne prendrait pas l'année 2026 pour analyser les performances de tout le monde? J'en avais parlé avec François, je dis c'est très logique là, de dire pourquoi tu irais te commettre à une écurie quand que tu peux prendre le temps, prendre 2026 au complet, regarder ce qui se passe, puis après ça, il n'y a pas une écurie dans le peloton qui ne voudra pas avoir Verstappen s'il veut venir. Je suis même prêt à dire, là, je vais aller un peu plus loin, vous me dites que vous n'êtes pas d'accord avec moi, je suis même prêt à dire qu'en 2026, si Max Verstappen regarde du côté de Ferrari puis il trouve que ça sent bon que c'est beau, il est même capable de dire je m'en vais chez Ferrari puis Ferrari va le prendre pareil. Parce qu'il peut aller vraiment où ce qu'il veut. Donc, ce côté-là d'attendre. Fait que là, j'écoutais ça de côté d'Horner, ça me trottait dans la tête. Ben oui, des fois je fais ça. Moi, j'ai des phrases de Christian Horner qui me roulent dans la tête. Puis là, je pensais à ça, je pensais à ça. Puis après ça, j'ai mis ça avec qu'est-ce que George Russell nous a raconté en Autriche. George Russell a dit ah, ben moi, je fais bien, mais on veut négocier avec Verstappen puis tout ça. Puis là, j'ai rajouté la voix de Gunther Steiner qui a dit quelque chose de pertinent cette semaine, sans sacrer. Il a dit on offre un contrat d'1 an à George Russell. C'est là que ça bloque. Parce que, puis là, c'est là que j'ai venu mettre ça, là, les petits morceaux ensemble, de dire, Christian Horner nous avait parlé que le danger, c'était 2027. Il avait été, pour la première fois qu'il était vraiment honnête de peut-être les possibilités de perdre Max Verstappen, avait pointé 2027. Et présentement, Mercedes, c'est ce qu'on essaie de faire. On le sait que c'est probablement là qu'on va avoir l'opportunité de signer Verstappen. Fait que là, on veut s'entendre avec un contrat d'1 an à George Russell. Puis Russell fait le bon travail de forcer la main à Mercedes, de dire non, non, non. Si vous voulez vous débarrasser de moi, à la fin de la saison 2026 pour me remplacer par Max Verstappen, ben vous allez me payer pour ça. Mhm. Fait que là, il y a une partie d'échecs qui se joue
entre George Russell et Mercedes. Et il y a Verstappen là-dedans qui joue pas la game d'échecs, mais qui est quand même très responsable de cette partie-là. Là, tout ce que je viens de raconter là, vous avez le choix de dire, Martin, t'es dans le champ, bois de l'eau, ça va pas bien, lâche le sucre, ou de dire, ouais, je pense que tu commences à mettre les bons morceaux ensemble. Je commence avec toi, François. Ben, c'est une belle hypothèse dominante ce que tu nous sors là. Du côté de Russell, c'est sûr que ça doit être un peu insultant de se faire offrir un contrat d'1 an, hein. Il commande plus de respect que ça, là. Les contrats d'1 an, on voit souvent ça, un Oui. peu à la Bottas dans le temps, hein. C'est Deuxième ça. pilote, t'es chanceux d'être avec nous, on t'offre un contrat d'1 an, c'est à prendre ou à laisser. Fait que ce marché des pilotes-là, sérieusement, c'est vraiment plate pour Russell, là. Il est Oui. vraiment dans une situation un peu aberrante. Puis je pense pas que ça y tente d'aller ailleurs que Mercedes. Je pense pas que ça y tente d'aller chez Red Bull, surtout avec tous les départs qu'il y a eu là, sérieusement. Donc, c'est le bateau prend l'eau. Donc, c'est plate. Il va peut-être devoir se contenter de ça en bout de ligne, hein, si Mercedes ne fait pas une autre offre que ça. Puis en même temps, ben là, comme on se dit, le Verstappen peut toujours sortir de son contrat avec les clauses là, de non-performance à la pause estivale. Donc, cette pause-là, là, d'après moi, on va en avoir des épisodes à faire parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Puis, on va continuer avec les noms de pilotes, là, parce que moi, j'ai une petite théorie là, avec Ferrari là, qui pourrait arriver quelque chose. Fait que quand on sera rendu là, je t'en parlerai. Parfait. J'ai déjà hâte. J'ai déjà hâte. J'aime ça. OK. Il met du suspense, François Goulet, maintenant. Tata! Fait pas juste mettre le trouble là, avec des histoires de Mhm. montre puis tout ça, là. Il apporte du bon, François Goulet. Là. Faut Mhm. que je remonte ta réputation parce que t'as fâché bien des gens avec. Ben, je le Avec... sais, j'ai de la misère à sortir de chez nous, là. Il y a du monde, des C'est fois, qui me ça. regarde croche un peu, puis c'est des gens que j'ai jamais vus dans mon quartier, qui partent tranquille, donc j'étais C'est ça, je suis un petit peu exactement. J'ai stressé. continué d'avoir des messages de la Beauce puis toutes ces choses-là. Fait que, en tout cas, ça va pas bien, ça se rapproche de chez toi. C'est pas juste un phénomène à Montréal. Ouais. De ton côté, Kevin, tu penses quoi de toute cette histoire-là? Est-ce que c'est à moi de boire, à moi et François de commencer à boire de l'eau puis lâcher le sucre ou on a pas mal raison avec ce qu'on dit? Ben, c'est bon de boire de l'eau, mais je te dirais, Martin, que c'est pas fou. C'est pas fou, bien au contraire. C'est sûr que quand tu as un nom comme Max Verstappen que tu peux attirer dans ton écurie, ben c'est sûr que tu craches pas dessus, comme on dit, hein. Fait que c'est sûr que c'est à prendre en considération, bien évidemment. Ça serait dommage pour Russell de perdre ce siège-là chez Mercedes, mais souvent, on l'a vu par le passé, Martin, avec des bons pilotes, des pilotes talentueux que souvent, tu n'es pas au bon endroit, au bon moment, parce qu'il y a un meilleur pilote que toi qui pourrait être disponible T'es en pour train de prendre compter la l'histoire, place. t'es en train de faire un épisode de la vie à Carlos Sainz. Mhm. Exactement. Non, mais c'est tout ça pour dire que souvent, on n'est pas toujours, c'est pas toujours nous qui décidons de la façon dont les choses se déroulent et malheureusement, on en paye les frais. Mais est-ce que par la suite, avoir le virage que Red Bull va prendre avec Laurent Mekies, je pense pas que ça va être, je pense pas que ça va être incroyable, mais on ne sait jamais. Est-ce que Russell pourrait pas être l'heureux élu si jamais ça fonctionne bien, s'il va chez Red Bull? On ne sait pas, on n'est pas dans le secret des dieux. Mais si Verstappen s'en va chez Mercedes et on fait le chemin inverse avec Russell, si c'est ça qui arrive, si c'est ça qui arrive, ça peut être intéressant de voir parce qu'on va amener un autre pilote qui n'est pas dans le giron Red Bull dans cette écurie-là. Qui va monter? Est-ce que ça va être Adjar? Est-ce qu'on va garder Tsunoda? Je ne crois pas. Ça reste à voir, le mystère plane. Ton côté, Simon, es-tu d'accord avec tout ça? Puis j'en profite pour enchaîner un autre sujet parce que j'avais une question prête pour toi depuis longtemps que tu étais très vocal ou tu t'es fait aller les doigts sur ton clavier Ouais. dans les derniers mois. Comme quoi que tu aimerais ça avoir plus de créativité du côté de Cadillac, là. Toi, les choix Bottas et Perez, ça te plaît pas du tout. Tu aimerais ça avoir d'autres choses que ça. Puis les Ricardo, là, on oublie ça, là. C'est hors de l'équation. Mais je veux dire, toi, tu réclames plus de créativité du côté de Cadillac. Est-ce que de la créativité, c'est prendre une page du livre de François Goulet il y a quelques semaines qui disait, ben, si on sort les bidous, puis on offre quelque chose à George Russell, peut-être que George Russell pourrait lever le doigt du milieu à Toto Wolff puis dire, tiens, toi, va te faire voir, puis arrange-toi pour te trouver un pilote. C'est toi qui es pogné avec Bottas l'année prochaine. Moi, je m'en vais dans un nouveau projet. Ou c'est trop audacieux de faire ça. Ouais, écoute, si j'étais George Russell, j'irais pas là. C'est trop audacieux. C'est sûr que Ouais, si hein? j'étais Cadillac, j'essaierais. J'essaierais vraiment d'attirer George Russell parce que moi, depuis le début de la saison, si on fait ce qu'on appelle un power ranking, là, un état des forces, qui tire le maximum de sa voiture à chaque Grand Prix, qui va chercher le résultat, le meilleur résultat possible, je pense que tu as Verstappen,
Puis pas loin derrière, tu as George Russell. Il est vraiment excellent, à mon avis, depuis le début de la saison. Donc, Sa à meilleure quelque saison en part, carrière, ouais. ah oui, oui, Ouais. oui. Puis tu le sais que si Mercedes a un bloc moteur dominant la saison prochaine, pour moi, il n'y a pas photo. George Russell Ah va être ouais. champion du Mhm. monde, là. Et il va être immensément populaire. Donc, euh, s'il y a quelqu'un qui ne mérite pas de se faire tasser Ouais. cette année, Mhm. même davantage que Piastri et Norris, c'est George Russell. Alors, mais bon, je comprends, puis je pense que ça va au-delà du sport. Tu sais, Verstappen avec Mercedes ensemble, imaginez l'impact marketing épouvantable que ça aurait, je veux dire, dans le sens positif, là. Ça, tu sais, ça serait aussi fort que Hamilton quand il est allé chez Ferrari, puis on pourrait jouer là-dessus pendant des années chez Mercedes. Donc, c'est sûr que je pense que ça joue. Mais quand tu regardes le salaire de Russell, qui actuellement est 15 millions, là, c'est une évaluation, mais c'est 15 millions US, Ouais. celui de Verstappen, qui est autour de 75, tu peux doubler Russell, il est quand même 45 millions de moins que Verstappen, puis sur le plan des performances, je suis pas sûr que l'impact, la différence entre les deux est aussi grande. Alors, moi, je trouve ça fascinant ce qui se passe là, actuellement. Si j'étais Verstappen, je pense que la décision logique, c'est d'attendre de voir qui va avoir le meilleur bloc moteur, la meilleure voiture pour la prochaine phase. Mais si George Russell prend le pari de parier sur lui-même, puis rester chez Mercedes pour un an, puis qu'il domine la saison, puis qu'il est champion du monde, un, il va augmenter sa valeur. Deux, il va être pas mal plus difficile à tasser. Puis peut-être que Mercedes en chemin, puis Toto Wolff vont se dire, ben écoute, ça vaut peut-être pas la peine tant que ça d'avoir un Verstappen, on gagne déjà. Puis j'ai pas de problème, la vie est belle, parce que s'il y a une chose que je suis sûr, c'est que Toto Wolff, il veut plus revivre Hamilton, Rosberg. Non. Il va avoir un pilote dominant, puis il va avoir un deuxième pilote là, qui va être un peu docile, là, puis qui va être bien content de conduire une Mercedes. Alors, je ne sais pas comment ça va finir. Mais un, je pense pas que Russell mérite de se faire tasser. Deux, j'aurais toute la confiance du monde envers Russell. Puis c'est sûr que par contre, si on décide de prendre Verstappen, on ne se trompe pas. Alors moi, je trouve ça fascinant, là, ce qui se joue actuellement. Ah, c'est le moment où on voudrait tout être une petite mouche et se Ouais. promener dans les Ah oui, paddocks. oui, oui. Ouais. Mais Simon, tu as quasiment répondu à ma prochaine question. Mais tu as répondu à deux façons. J'ai l'impression que tu as répondu pour Toto Wolff puis tu as répondu pour Simon Bachand en même temps. Toi aussi, il y a du talent, Simon. Il n'est pas là pour rien, Simon. Là. Son seul défaut, c'est qu'il écrit Simon avec un S. C'est la seule affaire qui me dérange. Ah ouais, écoute, C'est la ben seule- écoute, On va changer ça. t'es On va, unique, on va, Martin. on va te convaincre à changer ça. Non, mais ce que je voulais savoir, c'est en blague, on va pas te débaptiser. Euh, C'est quoi le meilleur duo de pilotes? C'est Russell, Verstappen? Ou C'est c'est. sûr. Ah ouais, hein, c'est ça. Mais toi, tu viens de me dire, par exemple, Toto, il veut pas Il revivre ne fera pas. Rosberg, Non, il ne fera pas, Hamilton. mais le meilleur du autre pilote, c'est Ouais. Russell Verstappen. Puis tu vis avec les problèmes que ça t'amène. Mais Mhm. ils ne feront pas ça parce que, écoute, pas moi Non, qui vais mais être dans toi, le tu ferais quoi? Si tu avais la chemise blanche Mercedes, parce que quand tu es en charge chez Mercedes, tu as une chemise blanche. Mais est-ce Ouais. que tu ferais quoi? Moi, sincèrement, pour la saison prochaine, là, ça va peut-être vous surprendre, mais je ne changerais pas de pilote. Je garderais Russell puis je garderais Mhm. Antonelli. Ah, c'est bon. Surtout que Verstappen n'arrête pas de dire qu'il veut s'en aller en 2028. Tu sais, moi, quand j'entends des rumeurs qui disent Ah, ils vont passer, c'est Gunther Steiner qui disait ça, ils vont envoyer Antonelli chez Alpine. Des choses comme ça. Tu sais, quand ils vont. Ouais. Pourquoi tasser Antonelli? Il y a je vais dire, il y a 2 secondes, c'était ta relève, puis là, tout d'un coup, je comprends que tu as la possibilité d'avoir Verstappen, mais je me dis, ben, c'est ça. En tout cas, fait que si Prends c'est le du risque de le longtemps, briser. mais c'est Il ça, pourrait puis prendre une Verstappen. mauvaise habitude. C'est ça. Puis C'est pas vouloir ça qui justement va trop venir. en faire parce que t'es dans une voiture tellement moins dominante que là, tu veux essayer d'impressionner, mais là, tu deviens un Colapinto. Tu sais, Ouais. c'est tout ça. Ben, il viendrait pas un Colapinto, là, j'exagère, mais quand même. Mais tout ça, je trouve, pourquoi tu le déstabilises? Tu l'as supplié lui-même de ses propres aveux. Antonelli, il a dit, je veux pas venir en F1. C'est la première fois qu'on entendait ça. Il a dit, je veux pas m'en venir en F1, je suis pas prêt. Finalement, on a réussi à le convaincre, t'es prêt, t'es prêt. Puis Mhm. après ça, va faire un tour chez Alpine. Ah, même si tu n'as pas une mauvaise saison, il est possiblement un prétendant à la recrue de l'année, au titre de recrue de l'année. Donc, le meilleur duo, pour toi, c'est Russell Verstappen, même si tu sais que Max dit plus souvent qu'autrement que lui, après 2028, il va aller faire d'autres choses. Ben, oui, sur le plan sportif, puis Mhm. c'est sûr qu'il y a d'autres considérations, là. C'est sûr que le marketing de la marque en haut Mercedes, de pouvoir faire de la pub avec Max Verstappen, je suis sûr que ça leur tente, là. Ouais. Sur le plan des affaires aussi, sans doute. Mais effectivement, ni Russell, ni Antonelli ne méritent de se faire tasser de son siège actuellement, là. Moi, j'aime ton Et- statu quo, toi, de dire une autre année, on attend, puis on
On regarde ce qui se passe. Puis, tu sais, j'évoque le long terme, mais je pense que du long terme en F1, il y en a de moins en moins parce que ça change tellement vite. Si tu as l'opportunité de gagner un championnat constructeur en 2026 et un championnat des pilotes, 2028, ça n'a même pas rapport dans l'équation, c'est trop loin. C'est vrai que c'est 2029 trop même. loin. Oui. C'est ça. Mhm. Ton côté, Kevin, le meilleur duo de pilote pour toi, là, si on te donne, Simon te passe la chemise blanche Mercedes, c'est quoi tu choisis, toi? C'est sûr que c'est pas à négliger avec Verstappen. J'aime le statu quo, comme Simon a dit, avec Russell et Antonelli. Ambiance, par contre, si tu y vas avec Verstappen, Russell, ça peut créer des flamèches. Ah ouais. Ça, il faut faire attention. Mais si Mercedes développe une voiture, un monstre de course, comme on l'a fait au début de l'ère hybride, où tu as deux têtes d'affiche et tu as seulement ces deux gars-là à gérer et tu es loin devant, là, ça peut le faire. Par contre, si tu as si t'as beaucoup de rivalités, tu as d'autres écuries à l'arrière, admettons, on va nommer Ferrari, on va nommer Aston Martin, par exemple. On nomme des noms comme ça. Mais là, tu ne veux pas avoir deux grosses têtes qui s'enlèvent des points, puis tu as les autres en arrière qui s'en vont te ramasser des points par-ci par-là parce que ça s'accroche, ça ne va pas bien, l'ambiance est désagréable. Fait que tu veux avoir deux gars qui s'entendent le mieux possible pour le bien de l'écurie. Parce que Toto Wolff, Ola Kalenius, ça va vouloir le bien de l'écurie Mercedes aussi. D'abord l'écurie, ensuite les pilotes. Donc, moi, je pense que ça serait mieux le statu quo. Ton côté, François? Ben, en termes de performance en piste, Russell Verstappen. En Mm. termes de performance d'écurie, puis comme les autres ont dit, puis on l'avait évoqué dans d'autres podcasts, comme s'ils sortent vraiment une voiture qui est digne de remporter le championnat. Même chose, statu quo. George Russell va aller passer à la gratte, puis Antonelli va être là pour ramasser ce qui reste, peut-être même sortir une performance une fois de temps en temps. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit 1-2 et même ou 1-3 et gagner le championnat des constructeurs. Par contre, là, ce que je regarde, c'est qu'Antonelli et Russell, aucun des deux n'est sous contrat pour l'année prochaine. Donc, qu'est-ce qui arrive si, justement, Russell et mettons qu'ils vont chercher Verstappen et qu'ils signent Russell? Qu'arrive-t-il d'Andrea Kimi Antonelli? Mhm. Est-ce que lui, il va se dire OK, ben là, je reste pilote de réserve? Ou bien, moi, ma théorie là-dessus, puis j'y pense depuis que j'entends parler d'Antonelli. Antonelli est italien. Ah ah ah, oui. Donc, peut-être que Ferrari va dire, écoute, nous autres, Lewis Hamilton, il reste 1 an, puis on aimerait bien ça t'avoir avec nous. Ou bien ils vont racheter, ils vont dire à Lewis Hamilton, écoute, ça marche pas, on va te payer, puis tu vas aller faire, tu peux faire ambassadeur ou On va quoi aller que faire ce des soit. films. C'est ça. Et, Il va jouer dans Top Gun. rapatrier, avoir un pilote italien performant pour la Scuderia. Ah, c'est monstre. Moi, je sais je suis persuadé qu'un jour, Kimi Antonelli va se retrouver au baquet d'une Ferrari. Mais même, puis là, c'est pas une prédiction que je fais, mais Max Verstappen, il le dira pas, mais être en rouge, là, lui, il a grandi dans les paddocks en regardant Michael, là. La Ouais, voiture rouge numéro 1, là. tout le monde veut y aller en rouge à un moment donné. Ouais. Ouais, je pense que ça fait que si l'année prochaine, il prend le temps d'observer ce qui se passe, puis Ferrari devient tentant, là, c'est lui qui pourrait prendre le Ouais. siège de Lewis Je serais aussi. pas étonné d'une sabbatique non plus là, pour Verstappen. Écoute, il y a tellement de sujets, les boys, Ouais, là. épouvantable. Ouais, C'est épouvantable comment il y en a. Juste passer rapidement. ouais. Bottas a fait 111 tours à Jerez. C'est une démonstration là, que Mercedes lui a offert, là, d'après moi, autant que pour Cadillac que pour Alpine. Se cherche décidément un volant, il l'a dit. Je veux revenir en F1. On étudie les options. Donc, ça veut dire, quand j'entends ça, c'est sûr que ça peut être n'importe quoi, mais ça veut dire qu'il y a peut-être le luxe de choisir s'il va aller chez Cadillac ou chez Alpine présentement. Euh, Moi, avec le moteur Mercedes, puis comme Simon dit tantôt, c'est un peu audacieux d'aller chez Cadillac, à moins que tu n'aies pas le choix. Hmm. Sergio Perez a été confirmé chez Cadillac pour une 58e fois. Le problème, c'est que c'est jamais les Dan Torres ou les Ouais. Graham Lawton qui le confirment, fait qu'on va encore attendre. Ils disent après que ça serait après Hongrie. Là. Certains avancent ça pendant la pause d'été. C'est un peu facile de lancer ça. Des fois, ça me fait penser, vous avez joué quand vous étiez jeune, Battleship ou Ben Touché oui. Touché. À Oui. force Ouais. de tirer partout, tu vas commencer à frapper quelque chose. Là. Ouais. Fait qu'à force de dire c'est confirmé, c'est fait, ça va se faire à Zanto dans à peu près 6 semaines. OK. À un moment donné, tu vas tomber dessus. Parce qu'il n'y a pas tant de candidats que ça, même si ça fait pas le bonheur de Simon. Là. Comme quoi qu'il n'y a pas beaucoup de créativité du côté de Cadillac. On a pas mal les Jacques deux. Villeneuve.
Jacques Villeneuve. Ouais, ça. Tu dis ça, mais je me suis fait à l'idée là, que ça va Oui, être oui. Bottas et Perez. Mais j'aurais bien aimé ça qui amène. T'avais marqué Paul Aaron dans ton courriel. Quelque chose comme ça, là. Ouais, Ouais, ben je l'avais, c'est ça, Ouais. je l'avais chez Alpine pour la run. ouais. C'est ça, tu sais, d'emmener ou tu sais, même un gars comme Drogovic qui il semble tomber Ouais. entre Ouais, les ouais, craques ouais. du Mhm. plancher, là, qui est quand même un champion de Formule 2, qui est en train de vraiment c'est ça, de devenir un gars de TikTok puis de réseaux sociaux pour Aston Martin. Je pense qu'il y a des gens probablement qui travaillent chez Aston Martin qui sont même pas au courant que ce gars-là a déjà piloté, a déjà gagné un titre, tellement que ça fait longtemps qu'il commence à avoir de la poussière sur le dessus de la tête de Drogovic, tellement ça fait longtemps qu'il est là. Fait qu'en tout cas, fait que ça, c'est des choses à regarder. Il y a Renault qui a des problèmes financiers. C'est quelque chose à contempler. J'ai bien aimé, c'est quelque chose que j'avais dit à Kevin. On n'avait pas dit ça en ondes, mais quand Kevin m'avait dit, il y a une rumeur folle, puis que Kevin trouvait très drôle de Christian Horner qui irait devenir un directeur d'écurie, même pas propriétaire, un directeur d'écurie chez Alpine. Une des premières choses que j'avais dit, j'ai dit, ah ouais, puis l'année prochaine, il va travailler avec Toto Wolff pour s'approvisionner son moteur. Je dis, on va voir une partie 2 de qu'est-ce qu'on avait avec, comment il s'appelait, là, Abitbull chez Cyril, ouais. ouais, Cyril Cyril Abiteboul, Abitbull chez Renault. Si vous pensez que ça, c'était une rivalité, imaginez Oh que, my God. oh, ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, moi pour l'instant, je suis bien d'accord avec ce que Gunther a avancé. Je l'avais dit à Kevin il y a une couple de semaines que moi, c'est le bout pour moi où c'est que ça accroche. En tout cas, vous comprenez que là, je suis en train de passer des sujets très vite parce que Ouais, ouais. le temps nous presse. Mais à part de ça, dans les dossiers qu'on voit qui ont tombé, ben c'est ça, le Perez, supposément une confirmation, mais on va encore attendre. C'est sûr comme on dit, ça devrait pas être une surprise que ça devrait être deux pilotes comme ça. À part de ça, Mick Schumacher, pour moi, j'oublie ça. Ah. Je pense que c'est des gens qui lancent des noms en l'air. Un nom qu'on n'entend jamais, puis c'est pas mon choix, je vais juste le dire comme ça. Peut-être être le premier à le dire. Kevin Magnussen, c'est terminé. Hein? C'est drôle qu'il n'y a pas d'agent, ce gars-là. Il n'y a personne qui le met dans les rumeurs. Il n'y a pas un Facebook pour Mhm. écrire 3-4 fausses nouvelles que Kevin Magnussen est contemplé. Il a mis vraiment une croix sur son retour en F1. Pas parce que je le veux, pas parce que je pense qu'il devrait être considéré. Je me dis juste qu'on garoche pas mal tous les noms. Même François est Ouais. rendu qui parle de Jacques Villeneuve. Fait que je me dis comment ça. Moi, je parlais toujours de Jacques Villeneuve. Ça me tu fais bien. Je pense que Simon va être d'accord avec toi. Ouais. Ouais. En terminant, les gars, qui va être champion du monde en 2025? Je commence avec toi, Simon. Ah, j'aimerais donc que ce soit Norris parce que j'ai l'impression que c'est maintenant ou jamais pour lui. Mais quand on regarde les courses, même à Grand Prix d'Angleterre, tu sais, il a fallu la pénalité pour qu'il gagne. Ça va prendre des circonstances pour qu'il dépasse Piastri. Fait que je pense qu'en performance peu, pas le choix de miser sur Piastri à l'heure actuelle. Kevin, rapidement. Oscar Piastri. Ton côté, François? Je vais y aller avec Norris. J'ai Oh, l'impression qu'il good. il reprend du mieux mentalement, puis il va sortir fort en deuxième moitié de saison. Moi, je vais être plate, là. C'est moi qui pose les questions, puis je sais même pas si je suis capable de me prononcer. J'ai hâte à la prochaine course. J'ai l'impression que j'ai hâte de voir comment Oscar va rebondir. J'ai Mhm. l'impression qu'il va rebondir très fort, puis à Spa, normalement, il est très bon. C'est Mhm. là qu'il y avait eu quasiment. Il y avait-tu une pole position au deuxième dans une sprint, là, dans le temps qu'on faisait des sprints à Spa, là. En tout cas, Mhm. c'est un circuit qui a toujours bien fait là-bas. Donc, j'ai hâte. Je veux voir comment il va rebondir avant de me prononcer. Je m'excuse, les gars, je lance des questions, puis je me mouille Ben pas. correct. Vous pourrez m'en vouloir. Vous ferez un faux compte et commencer à me bitcher sur les réseaux sociaux. Avec plaisir. C'est très tendance. Donc, Ce qui est sûr, c'est que ça va être passionnant. Puis j'ai bien hâte de voir Ouais. comment ils vont réagir. Tu sais, si ça va tenir la belle entente entre les deux quand il va rester deux ou trois grands prix. Là. exactement. Ça tient, mais là, vers la fin de la saison, quand c'est pour vrai, aïe aïe aïe. En terminant, Simon, la question qui est sur le bout des lèvres, c'est la raison pourquoi on t'a invité ce soir. Est-ce que tu dors avec ta montre? Oui, j'ai entendu ça, puis oui, j'ai une Garmin, donc je dors avec, puis je regarde mes stats le matin de sommeil. Ah, moi, je raccroche. Écoute, Simon, je le fais vraiment vite. Ton livre Villeneuve-Schumacher Merci. 1997, le duel, une époque un duel qui a marqué une époque, en tout cas. Pas bien que j'allais devant moi pour le dire tout croche comme ça, mais vous avez compris. Sinon, envoyez-moi un message, ça va me faire plaisir. Kevin, la Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve, ton livre. François Oui. Goulet, Gouletski sur YouTube. Je suis sûr qu'il s'en va là. Ben là, on n'est pas en direct. Mais vous allez le voir demain, il y a 3 jours là, tout seul à se sauver des voleurs qui veulent rentrer chez lui. Mhm. Donc, il va être sur la ligne à streamer ses courses. Merci beaucoup, les gars. Ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bonnes vacances de la construction à tout le monde. Yes, sir. Au Merci revoir. beaucoup. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 18 juillet. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain dans le cadre des séances d'essais libres du Grand Prix de Belgique. En attendant, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X Twitter ainsi que Instagram, et à vous abonner à nos chaînes Spotify ainsi que YouTube et activer la petite cloche, question de recevoir une notification
lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end.